Vous écoutez la Bibliothèque nationale, son origine et ses accroissements jusqu'à nos... Un livre écrit par Unknown Author et lu par la voix modélisée de Nicolas Charbonneau. Avertissement. Cette notice n'est qu'un résumé des principaux événements qui ont marqué l'histoire de la Bibliothèque nationale. C'est en quelque sorte une nouvelle édition de l'essai, publié en 1782 par le prince. Essai auquel ont été ajoutés de larges emprunts faits à la récente publication de Monsieur le Vicomte de Laborde sur le département des estampes, et surtout au savant ouvrage de Monsieur Léopold de Lisle, intitulé « Le cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale ». Nous avons aussi utilisé, pour la partie moderne, des documents conservés dans les archives de la bibliothèque qu'il nous a paru intéressant de faire connaître. La Bibliothèque nationale, son origine et ses accroissements jusqu'à nos jours. Charlemagne et ses successeurs. Charlemagne et ses successeurs. La Bibliothèque nationale a une origine ancienne. Il faut remonter jusqu'au siècle de Charlemagne pour trouver les premiers éléments de ses collections. À côté de l'école que l'empereur avait instituée dans son palais même, il avait rassemblé à Aix-la-Chapelle un certain nombre de livres qui, pour l'époque, étaient considérables. Quelques-uns des manuscrits de Charlemagne sont parvenus jusqu'à nous. Le plus remarquable est un évangéliaire qui, après avoir été longtemps conservé à Saint-Cernin de Toulouse, fait maintenant partie de nos collections. À la mort de l'empereur, qui par son testament avait ordonné que ces livres fussent vendus et que le prix en fût distribué aux pauvres, la bibliothèque qu'il avait formée fut dispersée. Cependant, son successeur, Louis le Débonnaire, posséda quelques volumes. Les manuscrits datant du règne de Charles le Chauve qui existent à la bibliothèque prouvent le goût de ce prince pour les livres. Son livre d'heures, ses Bibles et ses évangiles sont des modèles achevés de la calligraphie du IXe siècle. Saint-Louis, 1226 à 1270. En même temps qu'il poursuivait son œuvre de restauration du royaume, Saint-Louis s'occupait de relever les lettres et de protéger les travaux des savants. Geoffroy de Beaulieu, dans un passage de sa vie de Saint-Louis, témoigne en ces termes de la création de la bibliothèque du roi. Le bon roi apprit, quand il était outre-mai, qu'un grand roi des Sarrasins faisait rechercher avec soin les livres de tout genre qui pouvaient être utiles aux savants de son pays, qu'il les faisait copier à ses frais et garder dans son trésor, afin que les hommes lettrés puissent avoir à leur disposition tous les livres dont ils avaient besoin. Il conçut alors le projet de faire transcrire à ses frais et garder, dès son retour en France, tous les livres d'écriture sainte utiles et authentiques qui pourraient être trouvés dans les abbayes. Il préférait cependant faire copier à nouveau des livres que d'en acheter d'anciens. Il disait que c'était un moyen d'accroître le nombre et l'utilité des livres sacrés. Il fit, dans ce dessein, ménager un endroit bien approprié et sûr dans le trésor de la Chapelle, à Paris. Là, il rassembla avec soin le plus grand nombre possible d'ouvrages de saint Augustin, de saint Ambroise, de saint Jérôme, de saint Grégoire, ainsi que d'autres auteurs orthodoxes, et chaque fois qu'il en avait le loisir, il venait volontiers étudier ces ouvrages, et il donnait aux autres des facilités pour les faire servir à leurs travaux. La bibliothèque de Saint-Louis, comme celle de Charlemagne, ne survécut pas à son fondateur. Par son testament, Saint-Louis ordonna que ces livres, à l'exception de ceux qui étaient à l'usage de la chapelle, seraient partagés entre les dominicains et les cordeliers de Paris, les religieux de l'abbaye de Royaumont et les dominicains de Compiègne. De Saint-Louis à Jean le Bon, 1270 à 1350. De Saint-Louis à Jean le Bon, c'est-à-dire durant près d'un siècle, l'histoire de la bibliothèque ne présente guère aucun fait qui mérite d'être signalé. Cependant, les inventaires qui nous restent de la maison de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin, prouvent que ces princes ont eu des livres. Les manuscrits qui figurent dans les dénombrements de meubles précieux semblent témoigner de l'intérêt que nos rois y attachaient, mais ces livres étaient plutôt pour eux des monuments rares et curieux que des objets d'étude. Jean le Bon, 1350 à 1364. Jean le Bon encouragea les lettres et aima les livres. Le jour où il fut fait prisonnier à la bataille de Poitiers, les Anglais trouvèrent dans ses bagages une Bible qui est actuellement conservée au musée britannique. Dans sa prison, il s'occupait de faire relier des livres, et il en achetait aux Anglais.
il avait réuni un certain nombre de volumes qu'il laissa à Charles V et qui devinrent les premiers éléments de la bibliothèque du roi. Charles V, 1364 à 1380. L'origine de la Bibliothèque de France date réellement du règne de Charles le Sage. L'amour de ce prince pour les livres, les encouragements qu'il prodigua aux savants, favorisèrent les progrès des collections royales qui, dès cette époque, faisaient l'admiration des contemporains. À lui revient l'honneur de la première organisation d'une bibliothèque, destinée non seulement à satisfaire les goûts du roi, mais encore à activer le mouvement littéraire de son époque et à faciliter les travaux des savants. Le premier acte de Charles V fut d'ordonner en 1367 le dépôt des livres, jusqu'alors conservés au palais de la Cité, dans la tour du château du Louvre, dite la tour de la Fauconnerie. Les fenêtres de cette tour, qui comprenait 3 étages ou chambres, étaient garnies de fils de fer, pour défense des oïcéos et autres bestes. Et les livres y étaient conservés avec le plus grand soin sur des pupitres, placés autour de chaque salle. À la tête de ce dépôt, le roi nomma Gilles Mallet, son valet de chambre, lequel pour cause qu'en lui s'avoua plusieurs vertus, moult émoi, et qui dressa l'inventaire des livres confiés à sa garde. Cet inventaire suivi d'un récolement fait par les soins de Jean Blanchet, en 1380, et complété par les inventaires de Jean Lebègue en 1411 et 1424, est un des documents les plus intéressants pour l'histoire littéraire de cette époque. Il est intitulé « Inventaire des livres du roi Nostre, sieur Estance, au Chastel du Louvre » et donne la description de 973 articles. Gilles Mallet rédigea son inventaire en suivant l'ordre des volumes à chaque étage, mais comme ils étaient disposés sans distinction de matière, il s'ensuit qu'il faut lire cet inventaire du commencement à la fin pour savoir ce que la librairie du Louvre renfermait de manuscrits sur tel ou tel sujet. Dans son histoire du cabinet des manuscrits, M. Delisle a donné une liste résumée, par matière, de ces volumes. La théologie, la littérature, l'histoire y sont largement représentés, mais le droit, la philosophie, les sciences n'y figurent que pour quelques articles. Outre les indications relatives à la composition de la librairie du Louvre, les inventaires de Gilles Mallet et de Jean Lebègue contiennent les détails les plus minutieux sur l'état matériel des volumes, sur leur provenance, et aussi sur leur emploi et sur leur sort. C'est ainsi qu'ils nous apprennent que Charles V donna et prêta plusieurs des volumes qu'il avait réunis dans sa librairie. Le duc d'Anjou, d'autres princes, des parents et des amis du roi, des grands officiers de la couronne, le collège de l'université, les églises profitèrent de sa libéralité. Ces anciens catalogues et différentes pièces de comptabilité nous font également connaître les noms des copistes, librairies, enlumineurs que le roi récompensa généreusement, comme il se plaisait à encourager les travaux des savants tels que Nicole Oresme, Raoul de Presles, qui traduisait pour son compte l'un les œuvres d'Aristote, l'autre la Cité de Dieu de Saint Augustin. Charles VI, 1380 à 1422. À la mort de Charles V, Gilles Mallet conserva ses fonctions de garde de la librairie, et un récolement fait par Jean Blanchet constata la présence des livres portés sur l'inventaire, à l'exception de ceux qui avaient été prêtés ou donnés par le roi. En 1410, G. Mallet mourut, et Jean Lebègue, au nom d'une commission de la Chambre des comptes, procéda à un nouvel inventaire de la collection royale. À cette date, elle s'était accrue de 210 volumes, les uns provenus du duc de Guyenne, les autres, en langue hébraïque, abandonnés par des Juifs dans une maison du faubourg Saint-Denis. Le successeur de Gilles Mallet fut Antoine des Essarts, seigneur de Thieux et de Glatigny, écuyer valet tranchant conseiller et garde des deniers de la librairie du roi, remplacé lui-même en 1412 par Garnier de Saint-Yon. Celui-ci, échevin de la ville de Paris, appartenait au parti des Bourguignons. L'arrivée au pouvoir des Armagnacs l'obligea à quitter ses fonctions, et Jean Molin, clerc du roi, fut nommé garde de la librairie, 1416. À cette époque, plus de 200 volumes manquaient dans la librairie du Louvre. Les princes empruntaient les livres et ne les rendaient pas. Le roi en faisait présent aux membres de sa famille et aux souverains étrangers. C'était une véritable dispersion de la précieuse collection réunie par son père. Sa mort acheva de la ruiner. Garnier de Saint-Yon, ayant recouvré sa charge en 1418, fit dresser en 1424
un troisième inventaire des livres du roi avec leur évaluation en sol parisis. Ils furent estimés à la somme de 323 livres, 4 sols, et la collection entière, vendue pour ce prix au duc de Bedford, passa en Angleterre. Soigneusement conservée par le duc, elle ne dut être dispersée qu'à sa mort, en 1435. Charles VII, 1422 à 1461. Louis XI, 1461 à 1483. La ruine de la librairie du Louvre ne fut pas réparée par Charles VII. Les préoccupations d'intérêt politique l'empêchèrent de songer à la reconstituer. Son successeur Louis XI ne travailla guère davantage à en hâter le relèvement. Cependant, l'introduction de l'imprimerie en France, la protection dont ce prince encouragea les premiers imprimeurs, les actes importants qui marquèrent sa politique intérieure, font de son règne une époque mémorable dans l'histoire de nos collections. Il eut pour garde de ses livres Lorraine Paulmier, et peut-être après celui-ci, suivant Gabriel Naudet, Robert Gaguin, qu'il aurait nommé son bibliothécaire. Jean Fouquet, de Tours, reçut le titre d'enlumineur du roi. Malheureusement, Louis XI ne sut pas enrichir la bibliothèque de toutes les grandes collections que les événements pouvaient mettre entre ses mains. La valeur et l'éclat de ses richesses étaient cependant assez grands pour exciter la convoitise d'un roi plus scrupuleux. Déjà, avant l'époque où, sous le coup des malheurs qui désolaient la France, la librairie du Louvre tombait au pouvoir de l'étranger, les princes du sang avaient, comme le roi, formé de précieuses bibliothèques. Celle du duc de Berry, mort en 1416, ne lui avait pas survécu, mais les livres des ducs d'Anjou ne furent dispersés qu'à la mort de Charles d'Anjou, en 1472, et Louis XI ne chercha point à les recueillir. Il en fut de même, après la victoire du roi sur Charles le Téméraire, de la plus célèbre et de la plus nombreuse de ses collections, la bibliothèque des ducs de Bourgogne, fondée par Philippe le Hardi et enrichie par ses successeurs, Jean sans Peur et Philippe le Bon. La ruine de la maison de Nemours, qui possédait de beaux livres, ne profita pas davantage au fonds royal. Il ne s'accrut que d'une partie des livres du duc de Guyenne et de ceux du cardinal Balue, dont le roi avait confisqué les biens. Charles VIII, 1483 à 1498. Charles VIII apporta de nombreux accroissements à la bibliothèque que ses aïeux avaient réunie. Le département des manuscrits renferme de splendides volumes qu'il fit exécuter. Après son expédition d'Italie, il rapporta de Naples la meilleure partie de la bibliothèque des rois d'Aragon. Sous son règne, les développements de l'imprimerie vinrent ajouter un nouvel appoint aux collections de la bibliothèque. On compte parmi les plus précieux volumes du département des imprimés ceux dont les libraires firent hommage à ce prince. Louis XII, 1498 à 1515. L'arrivée au trône du descendant de la maison d'Orléans fut un heureux événement pour la bibliothèque du roi. Louis XII aimait les livres, et il avait hérité de ses ancêtres d'une magnifique collection. Son avènement au pouvoir fut marqué par la réunion de cette librairie à celle du roi, qui, dès lors, eut son siège à Blois, au château des ducs d'Orléans. La bibliothèque que Louis XII, en prenant la couronne, apportait à la France, avait été fondée par Louis, fils de Charles V. Ce prince avait rassemblé, à prix d'argent, une collection de livres, dont on ignore le nombre précis, mais qui, pour cette époque, était considérable. Son fils, Charles d'Orléans, le poète gracieux d'Azincourt, avait hérité des goûts de son père, et il employa de fortes sommes à l'achat et à l'exécution de beaux livres. L'inventaire de sa bibliothèque, qui fut rédigé, au moment de sa captivité, par P. Renoul, son secrétaire, mentionne 91 ouvrages. Leur valeur vénale nous est prouvée par l'idée qu'on eut en 1427 de les aliéner pour payer la rançon du duc. Heureusement, ce projet ne fut pas mis à exécution, mais en 1428, les succès des Anglais et leur présence sur les bords de la Loire menaçaient la bibliothèque de Blois. Comprenant le danger que couraient ces livres, Charles les fit transporter d'abord à Saumur, puis à La Rochelle, où ils restèrent jusqu'en 1436, confiés à la garde de Jean de Mortemart, sire de Rochechouart. À son retour en France, Charles ne cessa d'augmenter sa précieuse collection, et à sa mort, elle renfermait plus de 200 ouvrages, dont une soixantaine figurent encore à la Bibliothèque nationale.
Telle était la bibliothèque que le fils de Charles, qui devait être Louis XII, reçut des mains pieuses de sa mère Marie de Clèves. Duc d'Orléans, il s'appliqua à accroître ce précieux héritage, et sur le trône, il continua les nobles traditions de sa famille. C'est à lui que revient en effet l'honneur d'avoir fait entrer dans la librairie de Blois, à la suite de la conquête du Milanais, une partie des livres rassemblés à Pavie par les Visconti et les Sforza. Le département des manuscrits possède plusieurs manuscrits ayant cette origine. On peut encore y voir une dizaine de volumes qui ont appartenu à Pétrarque et qui ont été rapportés en France à cette époque. La célèbre bibliothèque de Louis de Bruges, seigneur de la Grutuise, fut également recueillie en partie par Louis XII. Elle est représentée dans nos collections par plus de 120 volumes. Ces précieux accroissements donnèrent à la librairie de Blois une grande renommée. L'ambassadeur d'Alexandre VI en France, Bologninus, en vantait l'éclat dans son livre sur les 4 merveilles de France. On peut dire que c'est au règne de Louis XII que commence l'histoire moderne de la bibliothèque. François Ier, 1515 à 1547. La collection royale ne pouvait que s'enrichir dans les mains d'un prince ami des lettres, tel que le fut François Ier, dont le règne marque une époque si brillante pour les productions de l'esprit en France. Comme son prédécesseur, il tenait de ses aïeux une belle bibliothèque, celle des comtes d'Angoulême. Son avènement en procura la possession à la France. C'était pour la librairie de Blois un important développement. L'origine de cette bibliothèque remontait à Jean le Bon, fils de Louis d'Orléans et frère de Charles, dont il avait les goûts littéraires. Fait prisonnier, comme ce dernier, à la bataille d'Azincourt, il occupa, à son exemple, les loisirs de son exil à rechercher, à faire exécuter et à copier lui-même des manuscrits. Le manuscrit 3638 du fonds latin conservé à la Bibliothèque nationale est écrit de sa main. La collection qu'il avait rassemblée s'augmenta par les soins de son fils, Charles d'Angoulême, qui, indépendamment des manuscrits, voulut posséder des volumes imprimés, et François, avant d'être roi, l'avait encore enrichi d'une dizaine de manuscrits qui lui avaient été dédiés. Le règne de François Ier commençait ainsi bien heureusement pour la bibliothèque. Le goût marqué du roi pour les manuscrits, et surtout pour les manuscrits grecs ou orientaux, fit faire de rapides progrès à cette partie de nos collections. Pour avoir ces livres sous la main, François Ier les plaça dans la galerie supérieure du château de Fontainebleau. En même temps, il en faisait rechercher et acheter en Italie, en Grèce et en Orient. C'est ainsi que Jérôme Fondul procura au Fonds royal 60 volumes grecs, pour lesquels il reçut une somme de 4000 écus d'or. Jean de Pins, évêque de Rieux, notre ambassadeur à Venise, avait recueilli 18 manuscrits grecs qui, après sa mort, entrèrent à la bibliothèque de Fontainebleau. Guillaume Pélissier, évêque de Montpellier, son successeur à Venise, y fit copier, pour le compte du roi, des volumes grecs et hébreux. Nos ambassadeurs à Rome, Georges de Selve, évêque de Lavore, Georges d'Armagnac, en rapportèrent également des manuscrits grecs. En Orient, Guillaume Postel, Juste Tenel, Pierre Gilles, travaillèrent à l'accroissement des collections royales. Les étrangers même, Ante, Éparque, le poète de Corfou, Jean Gady, Antoine Azulan, Jean Lascaris, firent don au roi de manuscrits exécutés ou recueillis par leurs soins. À la tête de tous ces hommes éminents par la science et par les fonctions, se place le célèbre helléniste Guillaume Budet. Nommé par le roi maître de la librairie en 1522, titre nouveau qui remplaça désormais celui de garde de la librairie, il mit au service de la bibliothèque sa grande influence auprès de François Ier et sa vaste érudition. Sous sa direction, la collection royale parvint à un haut degré de prospérité. En 1527, la confiscation des biens du connétable de Bourbon vint encore l'enrichir et lui ajouter un nouvel éclat. Guillaume Budet mourut en 1540. Il eut pour successeur dans la charge de maître de la librairie Pierre Duchâtel. Ce fut sous l'administration de ce dernier que la bibliothèque de Fontainebleau s'accrut des livres qui composaient la librairie de Blois. Cette collection avait été soigneusement conservée par les hommes qui, après le règne de Louis XII, en avaient eu la garde. Adam Lègre, aumônier de la reine, Guillaume Petit, l'auteur de l'inventaire de 1518, et Jacques Lefebvre d'Étaples. Au moment où la bibliothèque de Blois fut installée au château de Fontainebleau, elle se trouvait placée sous la direction de Jean de la Barre.
Ce fut celui-ci qui, conjointement avec le poète Mélin de Saint-Gelais, maître de la Chambre des comptes de Blois, fut chargé de dresser un nouvel inventaire et de faire transporter les livres au nouveau palais de François Ier. Cette réunion eut lieu entre les mains de Matthieu Lavis, le 15 juin 1534. Mélin de Saint-Gelais suivit les collections de Blois à Fontainebleau, où il exerça les fonctions de garde de la librairie. À la fin du règne de François Ier, il y avait donc à la tête de la bibliothèque de Fontainebleau un maître de la librairie, P. du Châtel, et 2 gardes, Mélin de Saint-Gelais et Matthieu Lavis. De Henri II à Henri IV, 1547 à 1559. François Ier ne se contenta pas de réunir des livres. Il les livra généreusement aux savants qui avaient besoin d'y recourir. Le premier résultat de ces mesures libérales fut la mise en état des volumes, qui étaient l'objet de communication et le développement de l'art de la reliure. À cette époque, la reliure était un art et, à ce titre, François Ier lui devait une protection qu'il ne lui marchanda pas. On compte dans les collections de la Bibliothèque nationale un assez grand nombre de volumes manuscrits et imprimés, reliés aux armes de François Ier. Les couvertures attestent le bon goût de ce prince et le talent de l'artiste qui les a exécutées. Elles sont en cuir et portent généralement les armes de France, accompagnées d'effs couronnés et de la salamandre. Henri II aimait, comme son père, les belles reliures. On n'évalue pas à moins de 800 le nombre des volumes qui ont été reliés pour son compte. Il se distingue par des haches couronnées, des dés et des C entrelacés, des croissants, des arcs et des carquois. Les uns ont cru voir dans ces emblèmes les marques de l'amour du roi pour Diane de Poitiers. Les autres, un hommage à Catherine de Médicis. Quoi qu'il en soit, tous ces volumes se recommandent à notre admiration par la beauté et la richesse des ornements qui les décorent, par la variété et la délicatesse des dessins qui les recouvrent. Les reliures aux armes de François II, de Charles X, de Henri III, encore plus rares, ne sont pas moins dignes d'attention. Ce sont des monuments précieux qui prouvent le degré de perfection auquel l'art de la reliure était parvenu à cette époque, en même temps qu'ils rappellent la protection et les encouragements que les Valois lui accordèrent. Des amateurs célèbres, les Grolier, les Maioli, dont les reliures sont aujourd'hui si hautement appréciées, furent leurs contemporains. Ce n'est d'ailleurs qu'en raison de leur goût pour les belles reliures que les descendants de François Ier méritent d'être cités dans une histoire de la bibliothèque du roi, car, à part la collection de livres du président Aymar de Ranconnet, qui, à ce qu'on pense, fut réunie au bien de la couronne par François II, la bibliothèque ne reçut, sous leur règne, aucun accroissement sérieux. Les guerres civiles et religieuses qui déchiraient alors la France arrêtèrent ces progrès malgré les efforts des hommes remarquables auxquels ces princes en avaient confié la garde. À la mort de François Ier, Pierre du Châtel avait continué ses fonctions de maître de la librairie et il avait usé de son crédit auprès de Henri II pour attirer la protection du roi sur la bibliothèque. Sous sa direction, Ange Vergès travailla à la rédaction d'un inventaire des manuscrits grecs de la librairie de Fontainebleau, contenant l'indication de 260 volumes, suivi bientôt d'un second catalogue dressé par Constantin Paléocapa. P. du Châtel mourut en 1552 et fut remplacé dans la charge de maître de la librairie par Pierre de Mondoret, conseiller au Grand Conseil. Ce savant mathématicien resta à la tête de la bibliothèque du roi jusqu'en 1567. À cette époque, il fut accusé d'être partisan de la réforme et obligé de s'enfuir. Son successeur fut le célèbre traducteur de Plutarque, Jacques Amyot. Plus heureux que P. de Mondoret, Amyot garda sa charge jusqu'à sa mort en 1594, mais il ne paraît avoir apporté à la bibliothèque que l'éclat de son nom. Son administration n'a guère laissé que le souvenir des facilités qu'il donnait aux savants pour consulter les livres du roi. Au-dessous de J. Amyot, Jean Gosselin exerçait les fonctions de garde de la librairie, et ce fut lui qui, sous le règne de Charles X, reçut l'ordre de faire venir la bibliothèque de Fontainebleau à Paris. Transporter la bibliothèque de Fontainebleau au milieu des troubles de la Ligue, c'était l'exposer à de terribles dangers, et elle ne put y échapper. Gosselin a rappelé les péripéties par lesquelles passèrent les collections royales pendant cette triste période. Dans la crainte d'être compromis comme ligueur, il s'enfuit de Paris. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.